Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Sur Radio J, bonsoir à toutes et à tous. Si vous n'êtes pas bien, pas de souci. Vous êtes toujours sur Radio J, on s'occupe de tout. Serge et Nicolas Rafal pour votre émission médicale du mardi soir, Réfoy. Bonsoir, docteur Serge Rafal. Bonsoir, Nicolas. Une heure à passer ensemble de 21h à 22h sous un nouveau format rallongé. Dans quelques instants, ce sera le grand entretien que vous mènerez. Serge, vous recevez cette semaine le docteur Marine Colombel, psychiatre, praticienne hospitalière à Étampes dans un établissement de santé mentale pour son dernier ouvrage. Après la méditation anti-burnout en 2018, Prenez les commandes de vos rêves en 2019, Écoute tes émotions pour te libérer, qu'elle était venue présenter l'année passée. Elle va nous aider à sortir de nos ruminations mentales chez Marabout et de ces pensées toxiques qui nous empoisonnent. Bonsoir, docteur Colombel. Bonsoir. J'espère que vous n'aurez pas de pensées toxiques ce soir. Ça, on va vérifier ça dans quelques courts instants. Puis à l'issue de cet entretien, ce sera Réfoy le Mag. C'est la nouveauté de ce format rallongé. Nos experts et chroniqueurs médicaux seront en plateau pour l'actu santé de la semaine par le professeur de l'info Eva Soto, l'instant bistouri et esthétique du docteur Vladimir Mitz, une chronique intitulée La vie derrière soi, dans laquelle on s'intéressera à la vie d'un artiste, d'une personnalité, de sa santé et à la façon dont il ou elle est mort. C'est pas très gai, mais on va essayer d'en faire un moment plutôt savoureux. Puis ce sera le moment de la consultation de notre médecin invité, cher docteur Colombel, à qui on posera des questions et qui se retrouvera, une fois n'est pas coutume, à la place du patient. Ouais, ça vous fait peur un petit peu ? Ouais, on va voir. Mais on démarre tout de suite comme à notre habitude, le mardi à 21h dans Réfoy avec l'entretien docteur Serge Rafal. Ne ruminez pas trop, même si Nietzsche a dit que c'était bon pour la santé. Il faut lire un aphorisme 2 fois, paraît-il. Merci, Nicolas. Docteur Colombel, bonsoir. Heureux de vous recevoir dans notre magazine. Votre nouvel ouvrage est un complément indispensable au précédent où vous nous expliquiez l'importance d'aller au contact de ses émotions, de ne pas les fuir, de s'en libérer. Nous y revenons très vite. Dans votre nouvel opus, de façon extrêmement pratique, avec de nombreux exercices qu'on peut scanner à l'aide d'un QR code, puis mettre en place immédiatement, vous détaillez les mécanismes et proposez les solutions pour éviter les ruminations, les pensées négatives ou toxiques qui empoisonnent la vie d'un nombre croissant de patients depuis le Covid, la crise sociale, le climat ambiant, la guerre en Europe, l'avenir incertain pour les plus jeunes. Votre démarche procède des thérapies cognitives et comportementales, les TCC, qui, avec l'appui des neurosciences, ont actuellement le vent en poupe au détriment, je dirais, de la psychanalyse en perte de vitesse. Nous choisirons 2 exemples pratiques, une phobie des transports et un psychotraumatisme, pour illustrer votre démarche thérapeutique. Alors, avant d'évoquer les pensées principalement négatives et toxiques, à l'origine des ruminations, j'aimerais que vous nous définissiez l'émotion. Alors une émotion, ça a l'air simple effectivement, lorsqu'on dit émotion, tout le monde voit ce que c'est. Mais finalement, c'est assez dur à définir parce que en fait, une émotion, finalement, c'est pas que dans la tête, ça se passe surtout dans le corps. C'est un changement du corps qui va nous permettre de nous adapter à un changement de l'environnement. Et ce changement dans le corps, on va le ressentir et plein de choses vont y être liées, des anciennes pensées, des anciens souvenirs qui font qu'on va ramener tout un cortège de pensées liées à cette émotion. Dans le corps et dans la tête, donc. C'est dans le corps d'abord et ensuite ça passe dans la tête. Alors il y a 6 émotions universelles dont la majorité finalement sont négatives. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Si on refait le compte un peu des émotions, on a la peur, la colère, le dégoût, la surprise, la tristesse et finalement la joie. Et sur toutes ces émotions, il y en a 4 quand même qui sont souvent connotées négativement. La peur, la colère, la tristesse, pour une seule qui est la joie. On peut se dire, mais pourquoi on a une telle surreprésentation des émotions difficiles ? Mais tout simplement parce que ces émotions ont un rôle à jouer dans notre environnement. Si on n'avait pas peur, on ne pourrait pas se mettre en sécurité. Si on ne ressentait pas le dégoût, on mangerait n'importe quoi et on serait malade. Finalement, ces émotions qui sont difficiles, elles servent à nous préserver. Et ces émotions, en fait, elles s'expriment dans différentes parties du corps.
Tout à fait, elles vont s'exprimer même dans tout le corps. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles vont s'exprimer souvent de façon assez différente d'un individu à l'autre, mais par contre, elles vont être constantes. Je vais toujours, par exemple, sentir ma colère dans tel endroit du corps. Je vais sentir, par exemple, que la cage thoracique va s'ouvrir ou que ma mâchoire va se crisper. Quand je sens la joie, je vais sentir des petits papillons dans le ventre. Donc, c'est des choses qui sont assez propres à chaque individu. Et lorsqu'on apprend à les identifier, on va pouvoir apprendre à lire très rapidement nos émotions et aller les repérer au tout début de leur arrivée pour justement pouvoir y répondre. Sauf qu'on a tendance à les mettre de côté, à les cacher, à les fuir, surtout lorsqu'elles sont désagréables. Tout à fait. On va se dire, peut-être que si je ne les écoute pas, peut-être que si je les laisse de côté et je passe outre, je vais réussir à les arrêter. Mais ça, c'est faux. Notre corps, il a besoin de ces émotions parce que ces émotions vont le guider. Donc, tant qu'on n'aura pas écouté notre corps, tant qu'on n'aura pas écouté le signal, finalement, il va les amplifier jusqu'au moment, si on ne les écoute pas, où elles vont finir par nous déborder, soit de façon pathologique, par exemple dans la dépression ou dans une attaque de panique, soit dans des moments difficiles à gérer simplement au niveau de la vie quotidienne. D'où l'importance finalement de ne pas les fuir, mais d'aller les écouter, mais très rapidement. Les pensées sont différentes des émotions. On est assez proche. On est aussi les pensées sur un processus à la fois physique et mental, mais on est beaucoup plus dans une construction déjà de ce qu'on appelle les schémas cognitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma cognitif ? Un schéma cognitif, c'est un filtre qui va nous permettre de voir le monde. Ça veut dire qu'on va sans arrêt sélectionner les informations qui sont autour de nous et on va y rajouter des croyances, une façon de penser le monde, si vous voulez. Donc ça s'appelle des filtres cognitifs, des schémas cognitifs. Et de ces schémas vont naître des pensées. Ça veut dire que dès qu'on va être dans une même situation, ce sont les mêmes pensées qui vont émerger. C'est souvent des jugements, des petites phrases, des choses qui vont dire est-ce que c'est bien ce que je fais ou est-ce que c'est pas bien. Alors vous insistez dans votre ouvrage pour expliquer qu'en fait les pensées c'est une production de l'esprit mais ça n'est pas la réalité. Alors ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que les pensées en elles-mêmes ne portent pas de souffrance. Ce sont des signaux électriques faits par le cerveau. Ce qui nous fait souffrir quand une pensée est négative, c'est qu'on pense que c'est la réalité. Lorsqu'on a une petite phrase dans la tête, « je suis moche »,« je suis nul »,« je suis nul »,« je rate tout ce que je veux », toutes ces petites phrases qui sont toujours en jugement et désagréables, elles deviennent de la souffrance lorsqu'on pense qu'elles sont vraies, lorsqu'on y accorde de la réalité et de l'importance. Donc là, on le verra, je pense, tout à l'heure, comment faire justement pour ne pas y donner cette importance-là et pouvoir les laisser finalement à leur rôle de pensée en revenant, nous, dans quelque chose qui est beaucoup plus réel, qui est « qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment ?» Vous avez une jolie formule qui est une métaphore. Vous dites les pensées sont des nuages qui passent dans le ciel. Oui, c'est une belle métaphore qu'on retrouve en Orient, en méditation. On va vraiment s'entraîner. Là, comme les émotions, on ne va pas fuir les pensées parce que si on les fuit, finalement, on leur accorde de l'importance. On va apprendre par contre à les accueillir, à les observer et à les laisser filer comme des nuages dans le ciel. On peut tout à fait observer leur présence sans forcément y mettre de l'attention et sans forcément y répondre. Vous dites d'ailleurs, un nuage, une vague n'existe pas, c'est juste un mouvement d'air ou un mouvement d'eau. C'est un mouvement, une pensée n'est qu'un mouvement, mais il n'y a pas de réalité en dessous. Ce qui est important, c'est d'aller dans cette réalité et de finalement savoir que, quelles que soient les vagues, quelle que soit la tempête, nous, on peut rester dans notre embarcation et tout passer parce qu'on est au cœur de nous-mêmes. Et vous dites, nous ne sommes pas nos pensées. C'est quelque chose qui est important, parce que cette illusion, finalement, des pensées, c'est ça qui nous fait souffrir. C'est justement cette identification que l'on se donne à nous, souvent depuis très longtemps, c'est souvent des schémas qui sont là depuis notre enfance, c'est ça qui va nous donner des limites, nous dire non mais moi je suis pas fait pour ça, moi je ne peux pas faire ça, moi je suis telle ou telle personne. Finalement on ne fait que s'enfermer dans un schéma qui va nous limiter dans notre vie. Donc ça va être important de les identifier ces schémas, d'observer ses pensées, mais vraiment de faire un pas de côté pour apprendre à en sortir. Et c'est là où notre horizon va s'ouvrir, parce qu'on va être simplement au contact du réel. Quelque chose qui est très important que vous expliquez dans votre livre, vous dites d'autres vecteurs comme les sens expriment mieux les pensées que les mots. En réalité, alors vous donnez des exercices, là, l'exercice du citron. Alors ça, c'est quelque chose qui est étonnant. On peut faire le petit exercice, on a quelques secondes. Je vous propose, auditeurs, vous fermez les yeux et vous pensez à un citron jaune. Vous faites que ça. Voilà, vous pouvez revenir.
Comment avez-vous pensé à un citron jaune? Est-ce que vous avez eu l'image d'un citron jaune dans la tête? Est-ce que vous avez entendu le mot citron jaune? Est-ce que vous avez lu le mot citron jaune? Ou est-ce que vous avez eu une tarte au citron qui est apparue devant vos yeux? Ça peut être une de ces possibilités, ou encore même une autre. Il faut savoir que toutes nos pensées, on ne pense pas tous de la même façon. On a des vecteurs sensoriels préférentiels. Et qu'il est important de connaître. Qu'il faut connaître. Par exemple, moi, je vois souvent une image. Donc, quand on pense à un citron, je vois une image de citron qui apparaît. Mais chez d'autres personnes, ça peut tout à fait être visuel, ça va être l'audition, auditif. qui va être le sens prépondérant qui va structurer la pensée. Comment on vient à une rumination? Alors, une rumination, on est également dans un phénomène de pensée. Mais une rumination, c'est une pensée qui est sans fin. Je compare très souvent ça un peu à une machine à laver en cycle rapide qu'on voit tourner sans arrêt et à laquelle on n'arrive pas à sortir. Une rumination, c'est une pensée automatique, une phrase qui vient, qu'on va entretenir nous-mêmes en essayant d'y répondre, mais où finalement, il n'y a aucune réponse. La tête dans la lessiveuse. Là, Tout à ça fait. Et pourquoi il n'y a pas de réponse? C'est parce que les ruminations ne concernent que 2 temps. Ils concernent soit le passé, ça veut dire qu'on ressasse des choses qui sont déjà passées, mais de toute façon, on n'y a plus accès. Soit ce sont des ruminations sur le futur, ce sont des ruminations anxieuses. On a des doutes sur ce qui va arriver, mais de toute façon, le futur, il n'est pas là, on n'a pas de contact avec. Donc là non plus, on ne peut pas s'échapper. Donc la solution des ruminations, pour en sortir, ça va être simplement de ramener notre pensée dans le présent. Sinon, il y a une paralysie de l'action, impossibilité de prendre la moindre décision. Tout à fait, on va être bloqué dans ces cycles, et dans ces cycles finalement d'illusions qui vont sans arrêt s'entretenir eux-mêmes. Alors, on était sur les pensées, on a défini les émotions, on a défini la pensée, on a défini la rumination. Comment on passe d'une pensée à une pensée toxique ou une pensée négative? Justement, c'est notre niveau de croyance à la pensée qui va faire sa difficulté, sa souffrance. Quelle que soit la nature de la pensée, même la pire pensée au monde, lorsqu'on la laisse dans l'ordre de la pensée, qu'on sait que c'est une pensée, elle n'a aucune réalité. Ce n'est qu'un signal électrique. Ce qui va faire qu'elle est toxique, c'est lorsqu'on va y croire, c'est quand on va y adhérer, c'est lorsqu'elle va finalement cristalliser notre vision du monde. Et là, on la verra partout. Je vais vous donner un petit exemple concret. Je me lève le matin, je suis extrêmement triste. J'ai cette émotion de tristesse. J'ai des pensées noires qui arrivent. Dès que je vais aller dehors, je ne verrai que les choses qui vont conforter cette idée noire. Il pleut, il fait maussade, il fait froid. Les gens sont pas gentils, ils tirent la tête. Tout va aller dans le sens de l'entretien de cette pensée. Alors, ce qui est important, vous expliquez qu'elles sont déformées par les distorsions. En fait, le cerveau les modifie. Tout à fait. Parce que notre cerveau, qui est une incroyable machine, n'arrive pas à gérer les choses telles qu'elles sont. Il va être sans arrêt obligé d'interpréter, de mettre un filtre et de catégoriser, si vous voulez, toutes les pensées. C'est bien parce que c'est structurant. Heureusement que notre cerveau faisait ça, parce que s'il ne le faisait pas, on aurait des milliers et des milliers d'informations sans arrêt à traiter. On serait en surchauffe. On serait en surchauffe tout le temps. Donc il faut que notre cerveau fasse ce traitement-là, sinon on ne supporterait pas. Sauf que il y a souvent des petites erreurs qui se mettent dans ce traitement mental. Il va faire finalement des faux jugements. Et le problème de ces faux jugements, c'est qu'ils vont avoir tendance à se répéter. Et on va avoir tendance à toujours avoir les mêmes faux jugements qui vont traiter les informations. Vous dites ce qui est important, c'est d'abord de les identifier. Ça, c'est le premier pas. Et puis la deuxième étape, c'est d'essayer de les déraciner comme une mauvaise herbe. Tout à fait. Parce que du coup, ces faux jugements, on va les identifier parce que souvent, ils sont assez récurrents. Par exemple, j'ai une personnalité un petit peu paranoïaque, je me méfie un peu de tout le monde. Je vais sélectionner toutes les informations qui me disent « Non, mais fais attention à lui, peut-être qu'il te veut du mal ». Donc, lorsqu'on est dans cette tendance-là, on va se dire je me mets toujours dans des situations quand même où les gens me trahissent, où les gens me font du mal, donc je renforce mon schéma. Je vais aller observer tout de suite à la racine, mais d'où vient cette pensée? Quel est mon faux jugement qui me fait dire qu'à chaque fois, les gens sont négatifs avec moi? Et lorsqu'on va réussir à identifier ça, on va pouvoir déjà faire un pas de côté en disant non, mais je vais essayer de ne pas l'appliquer à chaque fois que je suis dans une situation de vie. Et je vais voir ce qui se passe. Est-ce que les gens vont vraiment me trahir? Ou alors est-ce que ça va très bien se passer et finalement les gens ne sont pas si méchants que ça? Alors, je voudrais que vous nous disiez un mot sur les symptômes et la somatisation, parce que c'est finalement là qu'est la plainte des patients. C'est souvent la première plainte, c'est souvent celle qui les fait emmener voir leur généraliste.
Tout simplement parce on a parlé tout à l'heure, les émotions, les pensées se vivent surtout dans le corps. Ensuite, c'est traité dans le cerveau, mais c'est le corps qui porte. Donc lorsqu'on a ces pensées négatives, ces émotions qui sont lourdes, finalement la lourdeur, c'est le corps qui va les porter. Il va le porter de plusieurs façons. Ça peut être des douleurs récurrentes qui vont venir, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des troubles digestifs, des problèmes pour manger, même des problèmes cutanés ou des problèmes respiratoires. Le corps va sans arrêt parler de cette surcharge émotionnelle et tant qu'on ne l'aura pas traité, tant qu'on n'y aura pas porté attention, c'est le corps qui va finalement souffrir de cette situation. Alors vous expliquez, donc il faut essayer de sortir du mécanisme de défense, c'est-à-dire en acceptant leur présence, le message qu'elles nous donnent et accueillir. C'est déjà le premier pas de la guérison. Ça veut dire se dire, peut-être que ces douleurs-là, elles sont là aussi parce que j'ai ce stress-là, cette anxiété qui est là. Je vais écouter ce message, je vais voir et je vais essayer d'y répondre, trouver une solution. Et c'est là où on va sortir de ce conflit avec le corps. Et le corps, au lieu d'être simplement un lieu de souffrance, va devenir un ami. C'est lui qui va nous donner des informations sur notre vie et sur qui on est et comment mener à bien notre vie. Alors vous expliquez comment d'abord écouter puis éliminer les émotions négatives. Là, vous donnez des exercices qu'on peut faire qui durent 5-10 minutes. Alors qu'on va j'aime pas pas trop faire. éliminer parce que, comme on disait tout à l'heure, toutes les émotions ont leur place, même les émotions les plus dures. Elles nous disent toutes quelque chose de notre environnement et de notre corps, donc c'est important de les écouter. Par contre, on ne se laisse pas emporter par les émotions. Ce qui est important, c'est plutôt la vitesse d'action. Au lieu de complètement l'éliminer, on va l'écouter, on va écouter le message. Alors se libérer des émotions négatives. Voilà, je préfère se libérer, accepter. Il y a un travail d'acceptation qui est très important avec les émotions, qui va nous recentrer. Et donc on va les écouter, toutes ces émotions, et on va être actif, on va y répondre. Ça veut dire qu'elles ont un message à transmettre, et on va le prendre en compte, ce message. Alors vous expliquez dans un des chapitres importants de votre ouvrage, vous parlez de la détox mentale. Tout à fait, parce que finalement ces schémas cognitifs qui nous font mal, ce n'est pas une fatalité. Même s'ils nous viennent de très loin, même s'ils viennent de notre enfance, on peut les assouplir. Peut-être que certains, ils sont trop profondément en nous, on les enlèvera pas. Mais au moins, on peut faire en sorte qu'ils ne s'appliquent pas tout le temps. Et la première chose à faire, effectivement, c'est ce recul, c'est se dire, mais il y a cette situation qui me fait souffrir, je vais travailler dessus. Je peux sortir de cette souffrance, c'est possible. Alors, vous proposez évidemment des outils. J'en ai retenu, les deux principaux, c'est d'abord prendre le contrôle de notre attention. Vous allez nous expliquer ça. Ça se fait par la respiration. Et puis revenir au moment présent. Alors, on avait souvent entendu parler ici et maintenant, et je l'ai compris là dans votre ouvrage, l'importance du corps et des 5 sens. Et on revient en fait aux 5 sens. Comment on fait pour prendre les commandes de l'attention? Simplement par la respiration? Alors l'attention, ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple. Il faut savoir qu'on a souvent une attention qui papillonne, on passe d'une pensée à une autre. En Asie, on parle souvent de l'esprit singe. Vous savez, le singe qui va d'arbre en arbre et qui est sans arrêt en train de perdre le fil de sa vie, qui part dans tous les sens. Il faut savoir que cette attention, on peut tout à fait la recapter. Ça veut dire qu'on peut la muscler, vraiment comme un muscle, et la ramener à l'endroit où on veut. Et vraiment, l'endroit préférentiel, par exemple en méditation pour amener l'attention, c'est notre respiration. Ça pour plusieurs raisons. Déjà, la respiration, on l'a toujours sur nous. Donc c'est pratique, quelle que soit la situation, au moins, on sait que ça c'est constant. La deuxième chose, c'est que la respiration, elle est centrale dans le corps. C'est recentré sur ce qui se passe dans notre corps. Donc déjà dans l'ici et maintenant. Et ce que j'adore avec la respiration, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. On est dans un mouvement où justement on se raccroche à l'instant présent, mais un instant présent qui bouge. Ça veut dire qu'on n'est jamais figé dans la respiration. On inspire, on expire, on s'arrête, on recommence un cycle. Et là on comprend que finalement l'instant présent, il est sans arrêt mouvant. Ce n'est pas quelque chose de figé, on est vraiment déjà dans l'action et dans le mouvement. Oui, vous dites que la respiration, c'est le lien entre le corps et l'esprit. C'est fondamental. C'est ce qui va permettre à l'esprit de s'incarner dans le corps et c'est ce qui va permettre au corps de faire sortir, de faire jaillir des émotions et des pensées. Alors, souvent, on s'interroge en disant « mais comment on fait pour respirer ?» Vous dites « c'est simple, la respiration carrée ». Alors ça, c'est une des techniques, même plus simple, la respiration naturelle. Ça veut dire déjà respirer par le nez. Pourquoi par le nez? Parce que lorsque vous respirez par le nez, toute la bouche va se mettre au repos, la langue va se caler contre le palais, et on va pouvoir détendre tout le bas de la face. Donc on respire par le nez, et au début, premier exercice,
vous faites rien. Vous laissez votre respiration se poser toute seule, vous l'observez simplement. Et vous allez voir que la respiration est capable d'elle-même d'aller choisir le rythme optimal pour votre corps. Donc ça, c'est un exercice tout simple qui recentre immédiatement. Un deuxième exercice, donc la respiration carrée, là c'est plutôt quand on est en période un peu dure. Par exemple, on peut l'utiliser lorsqu'on a une attaque de panique. Moi, j'ai utilisé par exemple pendant mon accouchement. Donc là, on a beaucoup de rumination, il y a beaucoup de choses qui se passent. La respiration carrée, ça permet vraiment de prendre le contrôle. Donc qu'est-ce qui se passe? On va mettre le même temps pour inspirer, bloquer la respiration, expirer et bloquer la respiration. On a l'image. On a l'image d'un carré. Et cette respiration-là, finalement, va vraiment nous recentrer sur l'instant présent et sur l'action. Un exercice qui peut durer quelques minutes jusqu'à ce qu'on ait retrouvé un contrôle émotionnel acceptable. Après, ce qui est très important, Dr Colombel, c'est de revenir au moment présent. Alors là, c'est important parce que vous dites que les pensées toxiques ne concernent jamais le présent, elles sont toujours rattachées au passé, au futur, et parfois à l'impératif, les injonctions, les tocs. Tout à fait. Donc on est vraiment... Le fait de se raccrocher au présent, donc grâce au sens, grâce à la sensorialité, grâce au corps, va nous permettre vraiment de sortir de la plupart des pensées. Parce qu'on va simplement observer ce qui se passe pour nous à l'instant présent. Et utilisant son corps. En utilisant son corps, évidemment. Et on ne peut pas être plus dans le réel que dans la sensorialité de l'instant présent. Et vous dites c'est le moyen de sortir du mental pour précisément revenir au sensoriel qui, lui, va être amplifié. Tout à fait. Alors, un exercice, moi, que j'adore, c'est l'exercice des 5 sens. Vous prenez un petit aliment, il faut que ça soit tout petit, il faut que ça tienne dans le creux de la main, et vous allez l'explorer avec vos 5 sens, avec le toucher. Ensuite, vous allez sentir, écouter l'odeur, le regarder et enfin le mettre à la bouche. 1 minute sur chacun des sens. Ça fait 5 minutes à peu près l'exercice en entier. Et vous allez voir que même si vous prenez un aliment que vous connaissez extrêmement bien, ça va être une renaissance au niveau de la découverte de cet aliment. C'est comme si vous alliez le découvrir pour la première fois parce qu'on a une amplification sensorielle simplement due à notre attention, à la qualité de notre présence dans l'instant présent. Alors, on a mis en place les outils, vous nous avez donné les explications. J'aimerais qu'on ait un exemple pratique et une phobie du métro ou une phobie de l'ascenseur ou quelqu'un qui ne peut pas entrer dans un avion. Oui, alors les phobies, c'est terrible parce que c'est un enfermement dans une pensée, pour le coup, qui est extrêmement toxique, qui nous fait souffrir parce qu'elle nous limite dans la vie. Et la personne a très bien conscience que cette phobie, souvent, elle est absurde, que c'est quelque chose qui la met pas en danger, mais elle ne peut pas s'empêcher d'avoir des pensées phobiques dessus. C'est ça le problème. Et son corps la fait réagir. Le corps se met sans arrêt en état d'urgence à la moindre pensée qui est liée à cette phobie. Donc, on peut travailler avec ça. On va évidemment travailler avec ces pensées phobiques en faisant une technique qu'on appelle l'exposition. Ça veut dire qu'on va donner au corps le message: tout va bien, tu es à l'instant présent, il ne se passe rien, tu es en sécurité, même si tu as la pensée de la chose qui te fait peur. Donc, la pensée ou l'image, enfin on peut le faire en virtuel là maintenant. Donc ça, soit on le fait en visualisation, on peut le faire aussi avec des réalités virtuelles, par exemple, c'est une nouvelle technique. On peut également le faire, ce qu'on appelle in vivo, c'est-à-dire sur le terrain. Moi, ce que je conseille, en fonction de l'intensité de la phobie, si votre phobie elle est forte, il ne faut pas hésiter à aller voir un thérapeute pour qu'il vous aide dans ce travail d'exposition-là. Et on sait que ça marche extrêmement bien. En un nombre restreint de séances, ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite. Lorsque la personne est prête et qu'elle prend en main vraiment les outils à la fois de relaxation du corps, de calme du corps et d'exposition, déjà en 2-3 séances, on commence déjà à avoir une nette amélioration au niveau de la phobie spécifique. J'aimerais, Dr Colombel, que vous nous expliquiez à la fois la genèse d'un psychotraumatisme et la façon dont on les prend en charge. Alors là, on est dans une grande question. On est dans une grande question, un petit peu plus lourd, bien sûr. Qui est très intéressante parce que finalement, elle couvre énormément de gens. Beaucoup de gens vivent des traumatismes dans la vie. Et il faut savoir, ce qui est assez étonnant, moi, quand je vois les parcours des gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de traumatisme alors qu'ils vivent des choses traumatisantes. Et ça pose question, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leurs ressources pour justement que le traumatisme ne s'installe pas ? Et effectivement,
il y a des choses assez spécifiques au niveau du traumatisme qui fait qu'on va soit dans la pathologie, soit aller bien. Et ces choses viennent en fait du rapport au corps. Ça veut dire que lorsqu'on vit un épisode traumatique, donc souvent qui nous dit par exemple, on voit la mort en face à face, on a des phénomènes qu'on appelle dans le corps de dissociation. Ça veut dire que notre corps finalement se fige, notre cerveau va se mettre en off, il s'arrête pour éviter de recevoir la surcharge émotionnelle. Les gens qui arrivent spontanément à sortir rapidement de cette dissociation, à revenir dans l'instant présent et à gérer la situation, souvent, ne vont pas ensuite basculer dans le traumatisme. Les gens qui n'arrivent pas à sortir de cette dissociation, qui vont être finalement bloqués dans cette scène et ne vont pas réussir à se raccrocher à l'instant présent, vont, eux, être à risque de faire un psychotraumatisme parce que leur mémoire va sans arrêt tourner en boucle autour parce qu'ils n'arriveront pas à classer l'information dans le passé. Ils vont la vivre sans arrêt dans le présent. Donc c'est ça le c'est là fameux qu'on sera dans le stress post-traumatique. Post-traumatique. À partir d'un mois, on est vraiment dans cette situation-là. Le corps, finalement, va sans arrêt faire ce qu'on appelle des reviviscences. Les reviviscences, qu'est-ce que c'est ? C'est un souvenir, mais un souvenir qui s'impose à nous. C'est vraiment l'image du traumatisme qui revient et qui revient au temps présent. C'est ça qui est très dur pour la personne. Ça veut dire que physiquement, elle revit sans cesse les images comme si ça se passait en ce moment. Et donc, tout le travail qu'on va faire avec les personnes qui souffrent de ça, c'est de remettre le traumatisme dans le passé. Les raccrocher au présent en disant « Non, mais là, en ce moment, tout va bien, ton corps, il peut se reposer, tu n'es pas en danger. » Et on va retraiter toutes les informations du passé et les remettre dans un souvenir correct, dans de la mémoire. Alors, on arrive, ça passe très très vite, hein, Dr Colombel, on est presque au terme de notre entretien. On comprend l'importance des thérapies cognitives et comportementales, la façon dont elles peuvent nous aider. Je crois que le plus important dans ce que vous avez expliqué, c'est qu'il ne fallait pas prendre ces pensées pour des réalités et qu'elles nous emportent en fait dans une vision du monde qui, elle, va être toxique. Tout à fait, et limitante. Et lorsqu'on arrive à se libérer de ça, à se libérer des pensées, en acceptant leur présence, mais en recentrant vraiment sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qui je suis finalement, c'est là où je pense on a une des clés du bonheur, parce qu'on est sans cesse dans l'instant présent. Voilà. Dr Colombel, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Dr Serge Rafal, pour cet entretien. Merci, Dr Serge Rafal, pour cet entretien avec le Dr Marine Colombel. On rappelle le titre de votre ouvrage, Sortir des ruminations mentales chez Marabout. On se retrouve dans quelques instants avec nos chroniqueurs médicaux et nos experts pour Refoua le Mag. À tout de suite sur Radio J. Radio J. Refoua, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Notre dossier spécial BDS, la fabrique de la haine. Depuis 2005, une usine planétaire à mensonges, délégitimée, diabolisée, satellisée et satanisée Israël. Tel est le but de ces réseaux internationaux puissants et nuisibles. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. C'est uniquement sur Radio J. La journée s'annonce bien, vous écoutez Radio J. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Réfoy le Mag, c'est dorénavant les mardis soirs. Après l'entretien du docteur Serge Rafale qui questionnait le docteur Marine Colombel pour son livre « Sortir des ruminations mentales » paru chez Marabout. Docteur Colombel, nos experts médecins et journalistes qui ont prêté le serment de nous apporter la bonne information nous ont rejoints dans le studio. Dans quelques instants, le docteur Vladimir Mitz sera avec nous, chirurgien esthétique, pour parler de médecine, bien sûr, esthétique et du Botox. Ouais, je sens que ça va vous intéresser, docteur Colombel également. Eva Soto, notre journaliste ici à Radio J, est là également pour faire le point sur l'actu médicale de la semaine. Comme Eva, qui est déjà avec nous derrière le micro, a une petite tendance à l'hypocondrie, on a pensé que ce serait bien que ce soit vous qui le fassiez, Eva. Oui, et puis moi, le Botox, ça m'intéresse aussi, donc en plus, ça tombe bien. Voilà, donc ça fait deux doublons, c'est super. Juste, docteur Colombel, pour prolonger un petit peu l'entretien avec le docteur Serge Rafale, j'avais encore quelques questions. Les chiffres sur la dégradation de la santé mentale en France, 2/3 des Français ont déjà ressenti une souffrance physique. 1 personne sur 5 touchée par un trouble psychique, ça représente 13 millions de Français. 1/4 des Français anxieux, 15% souffrent de signes dépressifs, 10% ont eu des pensées suicidaires, 15% des jeunes ont connu un épisode dépressif entre 16 et 25 ans, avec le suicide qui est la 2e cause de mortalité chez les 10-25 ans après la route. Certains pensent que la probabilité d'échapper à un trouble psychique est faible. La vraie question pour eux n'est pas qui mais quand. Un mot sur l'efficacité peut-être des antidépresseurs. On a le sentiment qu'on en revient un peu alors qu'ils constituent une révolution dans l'histoire de la médecine. Alors, on a eu des grandes révolutions dans les années 50-60 avec la découverte finalement des grands médicaments effectivement qui ont changé quand même la face de la psychiatrie. Je pense par exemple les antipsychotiques qui ont permis de traiter la psychose, les antidépresseurs pour la dépression, les thymorégulateurs pour les troubles de l'humeur. Mais donc ça, c'était des grandes évolutions dans les années 60-70, mais c'est vrai qu'actuellement, on a un peu un passage à vide. Parce que finalement, depuis 20 ans, on n'a pas vraiment de grande molécule qui a changé la face du monde au niveau de la santé mentale. Et on est encore actuellement en attente de cette nouvelle génération d'antidépresseurs, de médicaments qui pourra répondre à ce niveau de souffrance, à ces maladies qui, de toute façon, sont des maladies très liées à notre société. Ça veut dire que la société, en ce moment, va mal. La société souffre au niveau économique, elle souffre au niveau moral. Et évidemment, on voit ça directement sur la santé mentale des Français. Et les psychiatres là, commencent à s'intéresser beaucoup aux psychédéliques et les utiliser de façon thérapeutique, à la fois les psychédéliques qu'on connaissait dans les années 80 et puis la kétamine, qui était un produit d'anesthésie et qui apparemment facilite le travail de thérapie. Alors, c'est des produits qui sont bien connus depuis les années 70-80, qui ont été très, très ralentis à cause du mésusage, qui est vraiment le problème principal avec ces substances. Et on est encore un peu dans ces questions-là. Donc, on essaye vraiment de développer des nouvelles molécules. Par exemple, la kétamine, on a quand même des bons résultats sur la dépression. Mais il faut savoir qu'on a changé un peu de vision. Ça veut dire que depuis une dizaine d'années, on sait que le médicament seul ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est un médicament avec une psychothérapie. On peut tout à fait utiliser ces médicaments, on va les utiliser dans les années à venir, mais on les utilise finalement dans un soin, dans une relation thérapeutique avec le thérapeute et dans quelque chose avec de l'ordre de la psychothérapie pour faciliter le travail de la psychothérapie. Alors, on vous a vu récemment dans l'émission de Michel Simès, et oui, et il y a une partie qui m'a interpellé, Michel Simès qui a dit que vous étiez la spécialiste mondiale de la méditation de pleine conscience. Pour que nos auditeurs, nos auditrices soient, ce sont ces propos, vous confirmez ou pas? Oui, c'est un grand honneur. J'étais aussi surprise que vous. On fait confiance au docteur Michel Simès. En tout cas, ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup touché avec Michel. Juste un petit mot pour que ce soit clair pour nos auditeurs, nos auditrices sur la méditation de pleine conscience. Vous avez parlé tout à l'heure d'exercice avec le citron. Sur la méditation de pleine conscience, c'est quoi? Ça ressemble à de la sophrologie? Quelle est la véritable différence? Alors, la sophrologie vient de la méditation, mais la sophrologie est arrivée à une époque où la méditation avait très mauvaise presse dans les années 70. C'était beaucoup lié justement au courant hippie, à l'utilisation de toxiques, et tous les médecins qui le pratiquaient le faisaient un peu sous le manteau. Donc, c'est d'où la naissance d'une partie de la relaxation et de la sophrologie.
On a eu la chance d'avoir un grand tournant dans les années 80 avec une redécouverte des techniques de méditation par des scientifiques, par exemple le docteur Kabat-Zinn, qui ont pris les techniques orientales et les ont transformées avec une vision beaucoup plus médicinale. Donc ils ont enlevé tout le religieux et ont gardé vraiment la technique de travail de l'attention. Et c'est avec ces techniques-là, donc de méditation de pleine conscience, qu'on a des très bons résultats au niveau de la régulation des émotions. Mais concrètement, alors, parce que les gens s'imaginent peut-être, mais pour ceux qui n'en ont jamais fait, méditation de pleine conscience, est-ce qu'il faut avoir une aptitude particulière? Qu'est-ce que c'est que la méditation de pleine conscience? C'est arriver à ne plus penser? Non, non. C'est tout ce qu'on a dit avec Monsieur Rafal juste avant. On est vraiment sur un travail où on va travailler notre attention, la ramener vraiment sur ce qui est important pour nous, sur notre corps, sur notre respiration. Et c'est cette conscience finalement qu'on va réinsuffler dans le corps qui va permettre de nous détacher des pensées, des émotions, on va les laisser passer et on va faire ce travail de recentrage. Et lorsqu'on fait ce travail de recentrage, on va dans un état de conscience qui est un état de conscience modifié, qui est celui de la méditation. Dans votre livre, vous dites que les émotions sont comme des vagues et vous citiez le professeur Kabat-Zinn. Il dit on ne peut pas arrêter une vague, mais on peut apprendre à surfer dessus. C'est une très belle phrase et je l'adore parce qu'effectivement, si on essaye de contrôler les pensées, si on essaye de contrôler les émotions, on va prendre l'eau. La seule chose qu'on puisse faire, c'est on va les utiliser, on va les accueillir, on va les accompagner. Et ce qui a été avant un obstacle, finalement, va nous permettre d'aller plus vite, plus loin. Une dernière question, alors très pratique pour les auditeurs. Si on a phobie de l'avion, phobie de l'ascenseur, il faut combien de séances à peu près pour s'en sortir? Ça dépend de l'origine de votre phobie. Donc, ça dépend de l'origine. En tout cas, ça peut se soigner, il faut le savoir. Donc si ça vous fait souffrir, allez voir un thérapeute pour traiter ça. Eh bien merci Dr Colombel. On représente à nouveau Sortir des ruminations mentales. Voilà, paru chez Marabout. C'est le moment et c'est la première aussi pour elle de l'Actu Santé par notre professeure de l'info, Eva Soto. Réfois. Eva Soto. Radio J. Alors Eva, vous êtes allée glaner pour nous l'actu médicale de la semaine et pas la moindre. Vous êtes quelqu'un de supérieurement festif. Vous nous parlez cette semaine de l'anniversaire de la pandémie de la Covid. Et oui, l'anniversaire de la pandémie de la Covid. Allez, on chante tous en chœur. Happy birthday to you. Déjà 3 ans. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Covid. Et oui, c'est le 3e anniversaire du confinement et du Covid avec ses 3850 symptômes. Vous vous souvenez du j'ai mal à la tête, c'est le Covid. La fièvre, Covid. Mal à la gorge, Covid. Nez qui coule, Covid. La flemme, Covid. Bref, vous vous souvenez quand tout était Covid et que j'allais mourir? Oui, parce que je ne sais pas vous, mais moi évidemment que j'allais mourir puisque j'avais tous les symptômes et surtout les plus graves que j'ai encore d'ailleurs très souvent. Ouais. La presse aussi s'en souvient de moi, de nous, qu'on va tous mourir parce que oui, ça arrivera un jour, me dit à chaque crise d'hypocondrie ma généraliste, mais pas tout de suite. Alors quand? On ne sait pas et c'est ça l'angoisse aussi. Ainsi ce matin, Serge Rafal, dans C'est bon pour la santé, avec Ilana Ferradian dans le 6-9, vous nous avez annoncé comme ça, sans me prévenir, le chef des programmes de l'OMS a dit que le Covid, ou la Covid, c'est comme on veut, ce sera bientôt comparable à une grippe saisonnière. Bref, le corona n'est plus synonyme de mise en bière dans les esprits, comme ça a été le cas au début. Mais à ce jeu-là, c'est un vrai coup de boomerang que nous renvoie Science et Avenir. Et oui, car d'après les données de la revue Nature qu'il relaye, le Covid aurait fait près de 15 millions de morts dans le monde en 2020 et 2021, soit le triple des chiffres donnés au départ. Cette nouvelle estimation repose sur une modélisation statistique de l'excès de mortalité dans chaque pays. Sont notamment prises en compte des critères variables comme le taux de mortalité du Covid-19, le taux de positivité du test, les mesures de confinement local ou la température moyenne nationale. Les scientifiques tiennent également compte de critères fixes tels qu'un indicateur du niveau national de revenus, les taux historiques de mortalité par maladie cardiovasculaire et de prévalence du diabète, de comorbidité importante du Covid-19. C'était un peu comme pour Stallone, le Covid, c'était notre guerre à nous, la guerre devant Netflix, mais avec ses pénuries. Et oui, vous vous souvenez quand il n'y avait plus de pâtes dans les rayons et plus de papier toilette dans les supermarchés, qu'il fallait une attestation pour aller au coin de la rue, qu'il y avait ces séquences angoissantes où on vous expliquerait à grand renfort de peinture que vous vous colliez sur les mains, le visage, la bouche, que si vous ne vous les laviez pas,
les mains, le visage, la bouche, vous alliez mourir à cause du Covid et qu'il fallait même prendre exemple sur comment ils font les chirurgiens pour se laver les mains. Arrêtez de vous moquer. Oui, vous aussi vous l'avez fait. Ok, ça semble ridicule maintenant, mais quand on ne sait pas encore, qu'on n'a aucun traitement, que les médecins et chercheurs découvrent la maladie en même temps que moi, oui, parce que dans ce cas-là, on est démunis, on est tous universellement soi-même, donc seuls au monde, eh bien, les Suédois, eux, dans ce contexte, c'est un peu les British de l'affaire, hein, ils n'ont jamais confiné. Ça en a fait des débats, est-ce qu'il faut faire comme eux ou alors rester claquemuré jusqu'à ce que mort du Covid s'en suive. Bref, le Covid, c'est lui ou moi. Eh bien c'est lui, car tout compte fait, le Parisien nous révèle que la Suède, qui a su peu confiner, affiche le taux de surmortalité le plus faible durant les 3 années de pandémie. Et ouais, il manque pas d'air quand même ces Suédois, alors que nous, un peu quand même, comme le souligne le journal Le Monde, contrairement à d'autres pays, la France n'a pas vraiment tiré de leçons de cette épidémie de Covid, alors que certains, comme les États-Unis, investissent dans la ventilation et la purification de l'air des bâtiments. Les financements de la France pour équiper les écoles de capteurs ont cessé fin 2022. La moitié des établissements en disposent d'au moins un. Non seulement c'est insuffisant, mais s'il existe et que personne ne l'allume ou ne tient compte de ces alertes sur un air saturé, eh bien ça ne sert à rien. Pourtant, l'enjeu ce n'est pas seulement le Covid, mais aussi les autres maladies aéroportées, ce qui n'a rien à voir avec Hello ou Air France, mais plus avec la varicelle ou la grippe, aussi avec la qualité de l'air qu'on respire ou encore avec la crise énergétique, puisque ces appareils permettent aussi de mesurer le taux d'humidité dans l'air et la température. Comme le souligne le journal Le Monde, à Paris, globalement, les établissements scolaires ont 25% de leurs salles de classe équipées, mais il n'y a aucune coordination au niveau national. Une chose est certaine, que les tests ne soient désormais plus remboursés, que les campagnes de vaccination ne soient plus massives, prouve que l'épidémie est derrière nous. Elle est derrière nous, mais elle a laissé des traces. Il y a tous ceux qui ont perdu un proche, comme nous le rappelle le quotidien Challenge. Dans toutes les grandes démocraties, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, les plus hautes autorités ont rendu hommage aux victimes du Covid, pas en France, où, en dépit des promesses aux familles, il n'y a eu aucune cérémonie. Aucune cérémonie, alors que beaucoup, nous rappellent Challenge, sont partis sans un geste, un baiser ou une étreinte. Une mort fantôme qui hante forcément ceux qui restent, ceux qui en mesurent le poids de la perte d'autant plus lourd qu'ils sont face à la légèreté des hommages. La rabbine Delphine Orviller, citée par Challenge, mais se vide en mots. Il faut accompagner les endeuillés pour que la mort n'ait pas le dernier mot. Les défunts nous demandent de les raconter. Et raconter aussi, Eva, les Covid longs, ceux qui ne se sortent pas de la maladie, qui subissent troubles cardiaques, fatigue extrême, douleurs musculaires et articulaires. Et oui, de nombreux articles leur sont consacrés déjà depuis plusieurs mois, et pourtant des oubliés, il y en a. Il y a aussi ces personnes qui, par exemple, ont subi une greffe et prennent des médicaments qui annihilent leur défense immunitaire pour éviter le rejet des greffons. Eux vivent toujours avec le Covid et pour certains avec des vaccins qui ne fonctionnent pas, des traitements qui peinent à les doter d'anticorps suffisants. Car lorsqu'une épidémie est passée, ce n'est jamais plus pour personne, comme si elle n'était jamais arrivée. Et le journal 20 minutes consacre un article à ceux qui pèsent toujours 3 ans après. Et oui, même si les gestes barrières se sont envolés, que les embrassades, les mains peuvent de nouveau accompagner les regards baladeurs qui se croisent et se frôlent, le journal gratuit se fait l'écho de l'étude Opinionway qui s'intitule « Moi jeune » et comme son nom l'indique, qui concerne les 18-30 ans. Le monde d'après, le retour des jours heureux, selon la formule employée en pleine pandémie par Emmanuel Macron, et ça a une drôle de tronche. Dans le monde d'après, la jeunesse, ce sont les nouveaux vieux. Le combo chat qui ronronne, livre, tisane. Pour échapper à l'inquiétude, a beaucoup de succès. Moins de place au hasard, plus au plaisir simple. Se retrouver autour d'une table et manger de bonnes choses. Prendre du temps calme, rien que pour soi, sans rien faire de particulier. 42% des 18-30 ans déclarent le faire plus qu'avant le Covid-19. 20 minutes nous livre aussi qu'ils sont 38% à moins sortir en soirée, 33% à voir moins de spectacles ou à aller au cinéma. On remarque surtout un besoin de se créer une bulle positive, une priorisation importante alors que 71% considèrent que la vie de couple est un idéal. L'idéal des 18-30 ans ressemble à la retraite, mais ça, pour eux, c'est pas encore pour tout de suite. Le professeur Eva Soto, comment raconter 3 années en 5 minutes chrono? Bravo Eva, vous allez mieux, hein? Ouais, je le confirme. Non, vous allez bien là. Vous êtes sûr? Je trouve que j'ai une drôle de mine. Allez vous reposer peut-être un petit peu, Oui. parce que c'était pas facile. Docteur Juste Colombel, un petit mot de commentaire sur ce bilan de la Covid, 3 années. Avoir le point de vue de la psychiatre là-dessus, on a assisté à la flambée des troubles mentaux. Votre œil là-dessus?
Oui, ça a été une période très difficile. Bon, pour les travailleurs, avec la jonction, l'arrivée du télétravail, où il y a eu quand même assez de dégâts, mais surtout, on vient de le dire, pour la jeune génération, ça veut dire ceux qui ont passé le collège, lycée, début étudiant. Il faut imaginer que ça a été une rupture majeure. Ils sont très jeunes, ils ont 20 ans, ils ont passé presque 2 ans en confinement. Or, c'est une période qui est très importante, c'est la période de la sociabilisation, c'est la sortie de la famille, la création d'un nouveau noyau familial, excusez-moi. Et le Covid, évidemment, a rabattu complètement les cartes. Et moi, ça ne m'étonne absolument pas que cette jeunesse essaye de se raccrocher à ce qui, finalement, les porte. Ça veut dire la famille, les amis, ce cocon qui est là pour les protéger. Et on passe tout de suite à la chronique suivante qui va beaucoup vous intéresser. La chronique esthétique avec le coup de scalpel. C'est l'instant Bistouri. Aïe, ouille. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Avec vous, docteur Vladimir Mitz, chirurgien esthétique, vous nous faites le plaisir de nous accompagner sur Réfoy le Mag pour nous parler de médecine esthétique cette semaine. Vous nous parlez des injections Botox et de l'acide hyaluronique. Un petit mot déjà, comment est-ce qu'on les a découverts ? Eh bien, figurez-vous que c'est 2 ophtalmologistes, un mari et une femme, qui, en ayant à traiter des enfants qui avaient ce qu'on appelle un blépharospasme, c'est-à-dire un œil qui se contractait, la paupière qui se contractait, ce qui est très gênant, ils ont pensé à quelque chose extraordinaire. Il y avait une toxine mortelle, la toxine botulique, qui a même été employée dans l'armée pour tuer massivement. Et ils ont eu l'idée que peut-être en la diluant, cela pourrait marcher parce qu'elle avait la propriété de diminuer la contraction musculaire. Et ils l'ont donc essayé, ils l'ont présenté à un congrès et ils ont été hués. Et maintenant, puisque ça a été fait en 1980, 40 ans après, une société qui s'appelle Allergan a bâti des milliards et des milliards sur la fabrication de ce Botox. C'est une réalité. Nous parlions de psy, nous parlions du Covid. Et là, figurez-vous que la médecine esthétique a pris un envol extraordinaire parce que d'une part, il y a ce Botox qui diminue les rides, et puis d'autre part parce qu'il y a l'acide hyaluronique qui comble les creux. Or, le vieillissement est quelque chose qui est assez dramatique. On peut avoir quelqu'un qui meurt chez soi et jamais on va le remplacer. Mais si on a des rides qui apparaissent au coin de la bouche, c'est ce qu'on appelle les sillons nasogéniens, eh bien on peut les combler. Les combler, quel joli mot en français, c'est à dire remplacer ce qu'il n'y a pas et en même temps se faire plaisir. Alors c'est ce que vous disiez peut-être, quand on se fait plaisir, tout va mieux. Et donc l'acide hyaluronique, alors lui c'est très particulier, on en a tous dans notre corps, il a été mis au point, inventé, et d'abord fabriqué avec des crêtes de coq écrasées. Et puis ensuite, maintenant, on le cultive avec des microbes qu'on fait se développer et qui sécrètent de l'acide hyaluronique, qui est donc le deuxième produit le plus important en médecine esthétique, qui permet donc de rendre à des visages vieillissants et creusés, ravinés, quelque chose qui est plus rond et sympathique. Juste un mot, alors peut-être sur l'importance de ces deux spectres que sont à la fois l'esthétique et la thérapeutique, Botox, acide hyaluronique. Alors le Botox et l'acide hyaluronique, ce sont les bases, mais en médecine esthétique, il y a bien d'autres éléments. Il y a les lasers, les rayons, il y a ce qu'on appelle l'ultrafréquence. Il y a eu une science extraordinaire qui s'est développée autour des phénomènes de lutte contre le vieillissement. Et Israël est un des pays, par exemple, qui est le plus en avant dans ses études et ses procédés qui permettent de fabriquer des lasers ultra performants pour essayer de lisser la peau. Mais à la base, ce qu'il y a de plus efficace, ce sont quand même les comblements qui permettent de redonner à un visage et même au corps. Alors on a une alternative que je voulais vous signaler, c'était une petite botte secrète, c'est que dans notre corps, nous avons du gras. Et figurez-vous que pour combler ce qu'on appelle, nous, des pertes de substance, quelque chose qui est très difficile, on doit fabriquer des briques corporelles, eh bien on va chercher le gras. Et dans le gras, il y a des cellules miraculeuses qu'on appelle des cellules souches, et ces cellules vont permettre la survie des cellules graisseuses, et là aussi de faire un comblement qui est écologique, puisque vous donnez pour vous en le prenant sur vous. Donc vous voyez que la médecine esthétique et la chirurgie esthétique sont dans un progrès extraordinaire, peut-être pas comme autant que votre domaine, qui est d'essayer de traiter sans médicaments ou sans apport étranger ou sans coup de bistouri, mais nous qui sommes des manuels, nous essayons comment faire pour traiter les gens, leur apporter quelque chose immédiatement et leur donner
un réconfort qui est aussi salutaire. Et vous vouliez dire un mot effectivement sur ces manuels dont vous parlez, ces injecteurs non professionnels, ça a de plus en plus le vent en poupe, on en voit un peu partout dans les cités, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des injecteurs? Alors voilà, ce que je voulais, c'est que pour tous les auditeurs qui nous écoutent, il y a un élément qui est très particulier, c'est qu'il y a le business qui est derrière. Il faut savoir que ces injections, en moyenne, coûtent au minimum 300 € par seringue. Et c'est cher. Tout le monde ne peut pas se les offrir. Alors, on peut, jusqu'à maintenant, se procurer ces produits par Internet, et il y a donc une nuée d'infirmières ou simplement de personnes, d'influenceuses, de copines, qui se prétendent d'un jour à l'autre comme des injectrices ou des injecteurs, et qui vont utiliser ces produits pour aider, entre guillemets, leurs copines à payer moins cher et avoir des résultats soi-disant satisfaisants. Mais nous constatons que cela crée des drames. Parce que la médecine ou la chirurgie, ça ne s'improvise pas, et que ces injections peuvent donner lieu à des infections, des nécroses, des trop injectés, des pas assez injectés asymétriques. Et donc pour les patients, attention, méfiez-vous. Tous ces traitements doivent être faits par des professionnels, médecins esthétiques, dermatologues, chirurgiens, et renseignez-vous avant si quelqu'un vous propose des traitements moins chers, même à l'étranger, s'ils ont les qualifications nécessaires pour ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait ensuite vous regretter de l'avoir fait. Docteur Colombel, un mot alors sur ces injectés d'aujourd'hui qui recourent à la chirurgie esthétique. Faire attention avec le visage, parce qu'on parlait des émotions. Le visage, c'est le lieu d'expression des émotions. C'est le lieu de la sociabilité. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec son visage. Si on a une grosse souffrance parce qu'on ne se supporte plus, on va voir un chirurgien qui est un spécialiste de la santé qui va nous aider. Mais par contre, on ne met pas notre santé dans les mains de gens qui ne sont pas compétents pour ça. Mais je veux aussi ajouter qu'un élément très important que nous avons en commun avec vous, qui est la lutte contre la dysmorphophobie, et au moins le diagnostic de la dysmorphophobie. C'est-à-dire que de toutes ces injections, de tous ces traitements, il ne faut pas exagérer. Il y a des gens qui vont être tellement demandeurs qu'ils en portent une pathologie. Ils peuvent même être dangereux pour eux-mêmes. Et pour nous, en tant que chirurgiens, c'est très difficile de faire le diagnostic d'un dysmorphophobe. Et c'est souvent pour ça que les chirurgiens esthétiques font souvent appel aux psychiatres, parce qu'effectivement, on traite finalement la même souffrance, mais la solution peut soit passer par l'abord psychique, soit par l'abord physique. Eh bien merci docteur Vladimir Mitz, on vous retrouve la semaine prochaine pour votre chronique chirurgie esthétique. On passe sans transition à notre séquence suivante, la vie derrière soi. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Une personnalité et la façon dont il ou elle a vécu sa vie, son œuvre, sa santé, mais aussi la façon dont cette célébrité est partie. Je vous propose aujourd'hui cette vie derrière un immense artiste, parti un 28 mars. Vous allez me dire à quoi sert d'être immense si on est mort. Ne vaut-il pas mieux être petit et vivant ? Si je vous parle de Moïse Zaharović Chagalov, vous me dites... Vladimir, vous ne me dites pas à tes souhaits. Chagall. Pas plus que tu as l'air grippé en ce moment. Déjà parce qu'on doit se vous voyez à l'antenne. Chagall, bien sûr, vous l'avez dit, Marc Chagall, l'immense peintre, né à Vitebsk, en Biélorussie, 1887, naturalisé français en 1937 et mort donc le 28 mars 1985 à Saint-Paul-de-Vence. Vous avez donc bien compté, mon cher Vladimir, 97 ans, mort de sa belle mort, si tant est qu'elle puisse être belle. C'est une question de goût, après tout. Il faut rire de la mort, surtout celle des autres. Chagall est un des plus célèbres artistes installés en France au XXe siècle avec Pablo Picasso. Son œuvre, sans se rattacher à aucune école, présente des atours du surréalisme. On se souvient de ces personnages volant au-dessus des toits, mais aussi du néo-primitivisme, les couleurs incroyables et complémentaires qui ont orné ces tableaux. L'œuvre de Chagall est totalement inspirée par la tradition juive. La vie du shtetl et le folklore russe, elle élabore sa propre symbolique autour de la vie intime de l'artiste. Regardez un tableau de Chagall, un cornichon aigre-doux à la russe en main peut être le signe d'une grande volupté. Attention cependant, faites saumurer pendant 12 heures le cornichon et éliminez bien la base du bulbe du fenouil pour ne garder que la partie pulpeuse, sinon c'est foutu. Servez le tout accompagné de foie haché, là vous verrez le plafond de l'Opéra de Paris. Car bien sûr, Chagall est celui qui a peint, sous l'impulsion de Malraux, le plafond de l'Opéra, André Malraux, ministre de la Culture, qui propose à Chagall l'idée. Il lui dit « Entre ici, Marc Chagall, avec ta terrible palette. » Et un escabeau, car c'est haut. Et hop, Marc Chagall
refusa d'être rémunéré pour cette œuvre et l'État n'assuma que les frais matériels. L'œuvre fut exécutée en 1963, inaugurée en 64. D'un strict point de vue médical, la vie de Chagall est un modèle. On le disait, il est mort à 97 ans, avec toute sa tête, mort en pleine forme, si on peut dire. La question n'est-elle donc pas la suivante ? Ne faut-il pas être épanoui dans sa vie, dans sa tête, dans son art ? La pratique d'une forme d'art, ici la peinture n'est certes pas la panacée. On rappelle que Van Gogh est mort à 37 ans, fauché, affamé avec une seule oreille, 8 grammes d'absinthe dans le sang, et n'ayant vendu qu'une seule toile de son vivant au miraculeux Dr Gachet qui l'admirait tant. Si Van Gogh avait connu le même succès de son vivant, cela aurait peut-être changé pas mal de choses. Rappelez-vous à quoi sert d'être immense. Une fois mort, ne vaut-il pas mieux être riche et vivant ? Interviennent peut-être dans ces destinées des histoires de génétique, de hasard, de contingence, d'alignement de planètes, de sérotonine, que sais-je. En ce qui concerne Chagall, ça a démarré, vous l'imaginez, très modestement. Le shtetl, maman tenant une épicerie, ce n'est sûrement pas le docteur Rafal présent ici, très au fait de l'importance de l'alimentation qui contredira cette information absolument capitale sur les bienfaits du cornichon saumuré. Dans l'épicerie de maman, il devait y avoir une barrique. Le cornichon à la juive, dit Malosol, c'est bourré de ferments lactiques. Tu vis 120 ans, probiotique naturel. Pro, pour, biote, la vie, c'est pour la vie, c'est pour ça que les juifs vivent plus longtemps que les autres, grâce au cornichon. Donc maman épicerie, papa synagogue, Vitebsk restera, malgré la vie difficile, dans l'imaginaire de Chagall, le paradis naïf de l'enfance. Aîné d'une famille de 9 enfants, il n'aura de cesse de représenter sa ville natale dans ses toiles, conjurer le sort, affronter la vie, moquer la tragédie avec un bon microbiote et une bonne dopamine, et peut-être le secret d'une vie longue et heureuse. La Première Guerre mondiale, la Révolution russe, le décès de Bella, le premier amour en 1943, c'est le choc. Il s'en relèvera dans les bras de Virginia, la maîtresse de maison, chut, elle était mariée, à qui il adresse la parole au bout de plusieurs mois mutiques, perdus. Ils auront un enfant, David, 1946, lequel deviendra plus tard un merveilleux romancier, tout en nuances, élégant dandy qui écrira également des chansons, songwriter pour Montand, Souchon et le tubesque Mélissa pour Julien Clerc, au début Matisse, qui deviendra Métis. On n'est pas fils de peintre impunément. Puis il rencontre la troisième et dernière épouse, c'est peut-être ça le truc, avoir été marié 3 fois. Valentina Brodsky, dite Vava. En 1970, il dessine l'étiquette du célèbre vin bordelais Château Mouton Rothschild. C'est peut-être ça la chose, boire 3 verres de vin de Château Mouton Rothschild par jour. Il termine sa vie à Saint-Paul-de-Vence. Célèbre et reconnu dans le monde entier, on se souvient de sa toile, au-dessus de Vitebsk, du violoniste ou du mur des lamentations, de ses fables de La Fontaine, de ses vitraux et de son homme à la tête renversée. Moïse Zaharovitch Chagalov devient Marc Chagall et prend la nationalité française dans les années 30 pour fuir l'antisémitisme et nous offrir le bonheur d'une œuvre naïve et enchantée, comme pour fuir la réalité et venir se réfugier dans le monde magique du rêve et de l'espoir. C'est finalement peut-être ça le secret d'une vie longue et heureuse. Et on passe tout de suite à la dernière chronique, la consultation du docteur invité. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Et avec juste, il nous reste peu de temps, mais vous allez donc prendre la place du patient, cher docteur Marine Colombel. Il me faudrait bien sûr votre carte vitale, s'il vous plaît. Vous êtes venu consulter ce soir par rapport à la parution donc de cet ouvrage, on le rappelle, Sortir des ruminations mentales. Comment est-ce que l'idée de faire médecine vous est venue et l'idée de la psychiatrie dans un second temps ? Alors, la médecine, c'est un peu un hasard. Je suis le premier médecin de ma famille. Et j'adorais étudier. Je me suis dit, je vais prendre les études les plus longues qu'il y a sur le marché. Et c'était la médecine. Donc, je suis partie comme ça, la fleur au fusil, à la découverte du monde médical. La psychiatrie, ça a été une découverte un petit peu plus douloureuse pour moi. Parce qu'en fait, je m'étais orientée vers une autre spécialité qui est l'hépatogastro. Et c'était horrible. Pendant 2 mois, j'ai détesté ça. J'ai fait un burn-out et j'ai eu une grosse remise en question et j'ai fait ce qu'on a le droit de faire en médecine. Ça s'appelle un droit de remords. Ça veut dire qu'on peut, la première année, se dire non, je me suis trompée de spécialité, je vais dans une autre spécialité.
Et j'avais eu la chance pendant mon parcours, par hasard, de faire 2 stages en psychiatrie où j'avais aimé cette ambiance, j'avais aimé ce rapport à l'humain très direct, où finalement la pathologie est là, mais c'est pas ce qu'on vient traiter en médecine, en psychiatrie. On traite l'homme. Et c'est quelque chose qui m'avait profondément marqué. Et moi, sortie de mon burn-out, je dis allez, bingo, on va tester. Et dès que j'ai mis les pieds dans les premières consultations de psychiatrie, j'ai su que j'allais y passer ma vie parce que c'était l'endroit où il fallait que je sois. Alors, il nous reste deux questions, mais très rapides. Est-ce que vous allez parfois chez le médecin ? Très rarement, pas assez, probablement. Est-ce que vous regardez en tant que psychiatre, est-ce que vous êtes vraiment patiente ou vous regardez un peu comment il fait, vous vous mettez à sa place ou est-ce que vous laissez aller ? C'est difficile parce qu'on a double casquette. J'ai la casquette de médecin qui sans arrêt retrouve mes cours qui remontent et j'ai en plus la casquette du psychiatre. Ça veut dire que des fois on peut pas s'empêcher de se dire mais s'il me dit ça, c'est peut-être qu'il a autre chose dans la tête. Et on termine alors avec la dernière question, le plus beau et le plus affreux souvenir de consultation. Alors c'est difficile parce que c'est pas une question de beauté, c'est vraiment une question de tragique. Ça veut dire qu'en psychiatrie, on fait face des fois à des détresses qui sont immenses. Et ce que je veux vraiment ressentir, c'est pour ça que j'ai du mal à savoir qui est le pire ou qui est le meilleur. C'est pas une question, c'est quel a été le rapport avec la personne lorsqu'on a réussi à la voir face en face, d'écouter, d'être un accueil pour cette personne et pouvoir y répondre et pendant un instant finalement enlever une partie de ses souffrances. Moi, c'est les plus beaux souvenirs de métier que j'ai. Eh ben merci, Dr Marine Colombel, psychiatre, d'être venue nous présenter Sortir des ruminations mentales chez Marabout. On se retrouve la semaine prochaine, chers amis, auditeurs, auditrices. On se quitte en accompagnant Marc Chagall et ses songes au-dessus des toits de Vitebsk avec le violon sur le toit si cher à Chaim Topol, le rôle principal du violon, parti il y a un peu plus de 2 semaines. Mais son violon, lui, est resté avec nous pour toujours. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Merci à Benjamin Arnaud à la réalisation. Ce soir, c'est la rediffusion juste après, là, à 22h, de l'émission de Cyrielle Sarah Cohen, l'émission de 15h. On se quitte avec Chaim Topol. Merci, docteur Colombier. Merci beaucoup de votre accueil. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.